Voilà, les webinaires sont donc enregistrés et mis en ligne par la suite sur notre site internet. Voilà, donc vous pouvez revoir le précédent qui s'est tenu, comme je vous le disais, il y a une dizaine de jours. Et aujourd'hui, celui qui nous réunit, donc qualité de vie, santé, alimentation, peut-on se passer du paysage, nous permettra d'aborder les questions d'agriculture, de santé, d'alimentation, de culture également, à travers deux intervenantes passionnantes qui sont Paola Brandouini et Sophie Blais. Voilà, je laisserai Mathilde et Armelle nous les présenter plus en détail. Je vais prendre 2 minutes pour juste ceux qui par hasard ne connaîtraient pas encore le collectif pour le présenter rapidement avant de laisser la parole à nos intervenantes et de vous la laisser aussi à travers le chat. Donc si au cours de l'échange vous souhaitez poser des questions aux intervenantes, surtout n'hésitez pas à travers le chat et on leur posera derrière les questions voilà, les questions en question. Et on aura un temps à la fin de chaque intervention et à la fin du webinaire pour ça. Voilà, le collectif Paysage de l'après-pétrole, donc est un collectif qui réunit une soixantaine de personnes, c'est un think tank qui a vocation, à travers la pluridisciplinarité de ses membres, de réfléchir aux enjeux du paysage en termes de fil conducteur pour construire les territoires de demain, les territoires et les transitions de demain, notamment sur les territoires. Voilà, donc on existe depuis 2014, si je ne me trompe pas, avec, voilà, ça s'affiche là un peu les principes fondateurs de nos approches, qui sont sur la gauche, partir des ressources naturelles et humaines locales, imaginer des aménagements qui répondent à plusieurs fonctions, croiser les regards pour porter une vision d'ensemble, impliquer les habitants, ça sera l'objet du prochain webinaire du 8 avril, et dans l'élaboration des projets, travailler à la beauté du territoire et du cadre de vie, tant qu'à faire, faisons que nous puissions vivre dans un espace et dans un environnement de qualité et désirable. Pour en savoir plus sur les paysages après-pétrole, on a créé des infographies que vous pouvez voir en ligne. Les liens, je vous ai mis, vous recevrez derrière le PowerPoint, et les liens vous permettront de visionner ces infographies pour présenter l'approche paysagère qui nous semble essentielle, et puis un épisode qu'on a un peu plus précis qu'on a développé aussi sur les paysages et énergie. Voilà, donc nous, notre méthode de travail, c'est d'accompagner les territoires dès que c'est possible, c'est de les mettre en récit également, donc c'est de restituer les histoires, les expériences pour diffuser auprès d'autres territoires par exemple. C'est de travailler à du plaidoyer également, donc on a des actions assez fortes vis-à-vis des pouvoirs publics en particulier, mais également des autres réseaux associatifs autour de l'énergie par exemple, mais pour lesquels l'entrée paysagère ne serait pas forcément centrale ou intégrée. Et puis c'est d'organiser évidemment des débats, des rencontres, donc ça on en organise régulièrement tous les 2-3 ans, tout dépend de notre actualité, et de publier, d'écrire, parce qu'on est convaincu que par l'écrit, les choses restent, les choses s'installent. Et c'était donc la vocation de cette étude conduite par Mathilde Kempf et Armelle Lagadec, qui ont conduit vraiment une étude assez approfondie de cette expérience européenne. C'est quasiment des monographies que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage publié avec notre partenaire Le Moniteur, et que vous pouvez donc vous procurer auprès du Moniteur sans souci. Cette monographie sur des expériences conduites un peu partout en Europe, et dont 2 aujourd'hui vont vous être détaillées, avec une nouvelle actualité très certainement, puisque depuis la publication, heureusement, les choses bougent et avancent. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est notre thématique qualité de vie, santé, alimentation, peut-on se passer du paysage, et la semaine prochaine, ça sera
plutôt autour de la démocratie, de la place des habitants dans les projets. C'est à vous, les filles. On ne t'entend pas, Mathilde. Il faut peut-être lui redonner la possibilité d'avoir le son. Alors, Laurence, est-ce que tu peux activer le son? il est réactivé, je ne sais pas, tout à l'heure ça marchait. C'est elle-même qui doit le faire. Et oui, c'est... Bon, alors excusez-moi, sinon je vais présenter la suite, mais normalement on a fait les tests tout à l'heure, il n'y avait pas de souci. Donc, bon, je suis désolée, mais je ne vois pas ce que je peux faire en fait. Je ne vois absolument pas. François, si tu peux regarder, je pense, de ton côté également. Oui. Parce que là, moi, je n'ai pas de... Mathilde se reconnecte. Bon, désolée de... Voilà, pourtant on a fait un test, mais il y a quand Ça même... nous dit que l'autre ne nous autorise pas à réactiver le son nous-mêmes. Bon, alors je vais essayer de trouver... Excusez-moi, il doit y avoir un truc, je vais sortir de ça. Je pense que ça a bloqué l'enregistrement aussi. En fait, je ne peux plus rien faire non plus. Voilà, je vais arrêter. Ça a changé. Attends. Désolée, je ne suis pas... J'ai fait une dernière tentative et puis sinon, de toute façon, je vais introduire. Paola, est-ce que vous voulez voir si le son marche pour vous comme ça? Sinon... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, très bien. Donc, écoutez, je vous propose du coup, on va, tant pis, vous allez peut-être... là, vous devez voir mon écran. Voilà, donc, en attendant que Mathilde et Armel arrivent à retrouver le son, je vous propose qu'on passe assez rapidement, du coup, aux interventions de nos hôtes. Voilà. Voilà, donc, comme je vous le disais, donc le fil conducteur un petit peu de cette thématique du jour, hein, qui s'affiche là sur vos écrans, sécurité sanitaire, tension sociale, pollution atmosphérique, tous des sujets au cœur des préoccupations des médias et des habitants. Chacun voudrait vivre au vert, tranquille, à la campagne, avec des voisins pas trop près. Et voilà, tout ça, ce sont un peu des aspirations galopantes. On voudrait aussi une bonne connexion Internet qui rende le projet réaliste techniquement. Et évidemment, à condition d'oublier à travers ça la consommation énergétique et les pollutions liées à la mobilité, au chauffage, à la climatisation, d'oublier que les terres fertiles ont d'autres usages que de faire pousser des pavillons, d'oublier que la biodiversité n'est pas restreinte à quelques corridors bien ciblés, d'oublier que l'humain est un être social qui s'épanouit au contact de personnes et de beauté. Les paysages, sources de plaisir et de désir, peuvent devenir un fil d'Ariane pour transformer les projets et notre vision de la qualité de vie, de la santé et de l'alimentation. Encore faut-il effectivement prendre le temps d'y réfléchir et de les mettre au cœur des réflexions. Trois petites questions qui peuvent guider nos interventions qui arrivent là. Comment les paysages peuvent-ils garantir une alimentation de proximité et de qualité dans des espaces urbains, périurbains et ruraux? Paola et Sophie se feront toutes les deux l'écho un peu de ces approches-là assez novatrices. Quel rôle les artistes peuvent-ils prendre dans la société vis-à-vis des patrimoines, des mondes scientifiques, agricoles? Une approche ludique peut-elle être possible pour expérimenter les paysages?
Là, à travers Sophie, on verra qu'il y a des innovations assez intéressantes et stimulantes qui se passent en Catalogne. Et enfin, la communication sur les bonnes pratiques des acteurs des territoires avec le grand public, un maillon essentiel. Comment on communique et comment on diffuse auprès des acteurs et des habitants sur toutes ces approches. Je vous propose tout de suite de passer du coup à notre première intervenante, Paola Nella Branduini, donc, qui est architecte, docteur en génie rural et chercheuse au Politecnico di Milano, et voilà, et qui nous présentera plus particulièrement ce qui se passe sur le sud Milan, sur la thématique que je viens de présenter. Paola, je vous propose de prendre la main. Bonjour, merci. Bonjour à tout le Bonjour. monde. Merci de cette invitation. C'est la possibilité de parler encore un peu de Milan et des expériences autour de la ville. Avec Armel Matide, quand on s'est connus, on s'est occupé de la partie du parc agricole sud. Là, ce que j'aurais vous présenter, ce sera un peu plus déplacé vers l'ouest, mais c'est toujours la région métropolitaine de Milan. Alors, pour guider un peu, je vais partager l'écran. Vous voyez? Oui. D'accord. L'expérience qui est en train de se dérouler et que je pensais de vous présenter ici, s'appelle le biodistrict de Navigli, parce que je pense que bien connecter les trois mots-clés sur lesquels le collectif m'a interrogé, c'est l'alimentation de proximité, le paysage de santé et un paysage de qualité de vie. Là, vous voyez, on est dans cette petite carte, on voit Milan. Je ne sais pas si vous voyez mon… alors je vais expliquer. On voit très bien. Oui. D'accord. Alors, vous voyez Milan et à l'ouest, vous voyez les réseaux des canaux. D'abord, les fleuves Tissan qui coulent du nord au sud et les autres deux canaux qui relient historiquement Milan à partir de la Renaissance, la ville au fleuve. C'est dans ce triangle d'eau qui, un groupe d'agriculteurs reliés par le parc du Tissan, qui est un parc régional, et par le Dynamo, qui est un district néo-rural, un district agriculteur, se sont mis d'accord pour mettre en valeur les pratiques agroécologiques qu'ils ont, qui pratiquent, excusez-moi, depuis quelques années. En profitant d'un financement de la région Lombardie. Et ce sont des financements sur le plan de développement rural. Ce qui est, je pense, innovante, c'est l'effet d'avoir vraiment lié la côté économique, environnemental et culturel ensemble pour communiquer au public les bonnes pratiques qu'ils font pour l'environnement. Pratiques qui ont une valeur agente parce qu'il leur permet de vivre et donc d'avoir une rente économique et surtout, ils poursuivent des traditions qui qui ne sont pas simplement liées au passé, mais qui sont innovantes aujourd'hui. Parce qu'ils récupèrent des pratiques traditionnelles qui maintenant, avec la problématique du changement climatique, peuvent être une réponse
à la diminution d'eau, à la nécessité d'augmenter la biodiversité et d'avoir une alimentation de qualité. Donc, un peu le message, c'est dire on prend du passé pour aller vers le futur. On prend les bons, on prend la pratique, on prend l'intangible, on prend le savoir-faire. Et on ne revient pas à l'arrière, mais on cherche ce que nos ancêtres ont développé pour être en équilibre avec la nature et pour pour bien produire. Ces projets ont aussi eu le support des universités, des sciences agraires et polytechnico, surtout pour faire des analyses, mais pour divulguer. C'était beaucoup plus basé, donc ce sont les agriculteurs qui ont fait. Et nous, les universités, on a cherché de transmettre leurs connaissances. Je vous parle de quelques pratiques, donc en quoi elles sont innovantes. Les prairies irriguées. Cette pratique est très ancienne. En Lombardie, elle date, le premier document est de 1188. C'est un pergamène de l'abbaye de Montrimond, les moines cisterciens qui sont venus de France et qui ont bonifié les terres autour d'Abbiategrasso, près de Milan, et qui ont mis en valeur la pratique des prairies irriguées. On a une grande abondance d'eau, des eaux de ressurgence, donc de sous-sol, et si on laisse couler l'eau toute l'année, surtout l'hiver, on peut voir l'herbe continuer à vivre, être verte. Et vous voyez dans la photo à gauche qu'on est en plein hiver, la neige couvre la partie non irriguée, mais il y a des parties vertes, parce qu'il y a de l'eau qui coule et qui donc ne permet pas à la neige de rester sur la surface. Et ça attire beaucoup d'oiseaux. Vous les voyez un peu dans la photo, parce que les oiseaux ont la possibilité de se nourrir quand tous les prés sont secs. Cette pratique a fait la richesse de la Lombardie et elle était considérée l'or vert de Lombardie parce qu'elle permettait de produire beaucoup plus, donc de faire de 7, 8 et parfois 9 coupes d'herbe par an contre 3, 4, 5. Et donc, ça voulait dire donner de fourrage aux bovins et aux chevaux, qui étaient, les fourrages étaient leur carburant, le carburant d'autrefois. Pourquoi aujourd'hui c'est une pratique innovante? Parce que les bovins alimentés avec l'herbe fraîche produisent du lait et ensuite donc du fromage qui a une valeur adjointe en termes d'oméga 3 et d'acide linoléique remarquable. Vous les voyez, les fromages deviennent jaunes, comme le fromage de montagne. À un certain moment, ils avaient été refusés par les laiteries parce qu'ils voulaient seulement du fromage blanc. Parce que les consommateurs voulaient simplement du fromage blanc. Maintenant, on cherche du fromage jaune parce qu'on pense qu'il est plus sain. Et voilà, on peut le produire non seulement à la montagne, mais même dans la plaine autour de Milan.
Je disais, c'est une pratique ancienne et pour la poursuivre, on a organisé des cours pour les campari, on les appelle, donc sont les agriculteurs en charge de régler l'eau. C'est un savoir-faire ancienne. Il faut vraiment laisser l'eau dans une couche très, très fine. Et là, vous voyez des vieux et des nouveaux apprentis Campari. C'est là pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en valeur donc, auprès des touristes et des visiteurs, donc locaux et étrangers, les prairies irriguées, donc des cartes, une exposition. Ensuite, on a fait un livret pour expliquer la valeur adjointe de ces paysages. Une autre pratique, l'association de céréales et légumes en même temps, qu'on appelle boulatura. Alors, je ne sais pas les termes français, mais c'est l'effet de, on dit traséminer, donc s'aimer du légume dans un pré de céréales, dans un champ de céréales. Vous voyez que les prés deviennent pleins de couleurs avec une valeur paysagère énorme, d'après moi. Ces paysages, donc les produits de ces paysages peuvent être mis en valeur avec des produits qui mélangent les sèmes. Donc, légumes et céréales ensemble, par exemple les galettes. Sinon, normalement, l'agriculteur sépare les produits parce qu'il doit préparer des produits séparés. Le marché lui demande des farines de blé et des légumes séparés. Mais des nouveaux produits, des produits demandés par les nouveaux consommateurs peuvent mettre en valeur même ces paysages. Ensuite, un autre paysage que je trouve très intéressant, c'est le paysage de la cultura promiscua, un paysage de la Renaissance italienne. C'est la vigne liée aux arbres, donc la vigne mariée aux arbres, surtout aux mûriers. Et entre les alignements de vignes, les champs de blé. Cette cultura promiscua qui a fait qui a bâti les paysages et façonné les paysages de toute l'Italie, surtout la partie nord, et qui a été évidente jusqu'aux années 60, a été au fur et à mesure détruite par la mécanisation, mais des formes de haute biodiversité, de recherche de biodiversité entre arbres et culture passée, la récupèrent. Et vous voyez que des agriculteurs ont mis ensemble encore vignes et arbres fruitiers. Donc, l'alternance des auteurs, la variation des champs apporte biodiversité et apporte une qualité de paysage beaucoup plus appréciable. Et ça, c'est ce qu'on a fait, on est en train de terminer, pour communiquer la valeur historique. Vous voyez l'association des céréales et légumes, la rotation, donc l'explication de toutes ces pratiques, l'importance aussi de... surtout dans ces panneaux, vous voyez, l'importance des lombris pour améliorer la terre. Aussi les pratiques énergétiques, donc l'utilisation de l'eau du sous-sol, du sous-sol pour réchauffer la maison. Et donc avec des dessins très simples, on a cherché de communiquer. Aussi l'utilisation
foulée pour manger la Popillia japonica, qui est un terrible insecte qui va détruire, qui a été amené par les avions de Malpensa, parce qu'on est très près de l'aéroport, et qui mange toutes les feuilles. Voilà, donc je vais conclure. Donc, c'est un projet de mise en réseau des agriculteurs qui aussi vendent à la maison, en ferme et en ligne, et qui sont liés par des itinéraires en vélo, piétons et en vélo. Et donc, nous, les universités, on a cherché vraiment de mettre en valeur une action concertée par les agriculteurs de produire des produits de qualité en améliorant les paysages, avec une plus forte conscience de ce qu'ils peuvent faire pour les paysages. Voilà. Super. Merci Paola. Il y a 3 petites questions dans le chat. J'en ai 2 qui sont… alors, la première, mélange céréales et légumes. Comment se font les récoltes? Comment on arrive à combiner cette problématique technique des récoltes entre, voilà, quand on fait le mélange des céréales et légumes en production. Autre question un peu liée, pouvez-vous préciser les associations céréales et légumes? Voilà, donc de quel céréales et légumes il s'agit. Et puis, alors je l'ai dit en même temps. Voilà, et on finit sur les récoltes. Après, il y aura une autre qui est un petit peu différente. Pouvez-vous nous dire quelle est la surface des exploitations remises en cultura promiscua? Bon, pardon pour mon italien que je n'ai pas. Est-ce que les récoltes se font à la main? Voilà. Oui, tout ça, c'est un peu lié. On sent qu'il y a, voilà, comment techniquement on peut mener ce mélange. Alors, j'espère de répondre correctement. Et donc, la récolte pour les champs de céréales et légumes, c'est fait ensemble. Comment dire, parce qu'ils vont ils vont être prêts ensemble parce qu'ils sont sémés dans 2 temps différents et ils peuvent être récoltés ensemble parce qu'ils sont prêts ensemble. Des exemples sont pardonnez-moi pour les noms, l'orge, oui, avec le favin, je ne sais pas comment on l'appelle en français. C'est un… ou sinon, l'orge avec le… Fève, merci. Voilà. L'orge avec le pois, le pisello proteico. D'accord. Ouais. Pour qu'on arrive dans les mêmes temporalités, en tous les cas, de récolte. Oui, en effet, les légumes est sémé après. On l'appelle tracème, on dit comme ça, on sème dans l'autre culture. Par contre, alors, une autre question qui était donc avec ces… alors, attends, c'est à tout le monde, ça, voilà. Les liens avec ces exemples, les liens entre paysage, patrimoine, biodiversité, pratiques agricoles multifonctionnelles, qualité des produits, frugalité énergétique, est évident. Paola, peux-tu nous dire un mot sur l'équilibre économique de ces pratiques? Voilà, ça c'est thématique, les soucis. Ouais. Oui, avant, il m'a demandé, excusez-moi, la surface de la culture promiscua. Oui, pardon, elle bien n'est sûr. pas une grande surface, c'est pour l'instant 1 hectare parce que ce sont
comment dire, on fait de la culture pour musc dans l'ensemble des différentes pratiques, même avec des prairies, de la surface des fermes. Donc, ce sont des petites surfaces, en effet, pour l'instant. Alors, quelque chose sur l'équilibre économique de ces pratiques. Bon, elle tient, l'Université de sciences agraires a fait, et vous les voyez dans les diapos, la partie en bas à gauche, des bilans économiques, et ils arrivent à diminuer les entrées de l'extérieur, vendre surtout à la ferme et de valoriser leurs produits avec avec la vente, sinon dans les marchés ou dans l'agrotourisme, donc avec la restauration. Donc, ils cherchent toujours d'avoir des valeurs adjointes de ces produits. Si vous voulez plusieurs indications, je peux vous remettre à l'étude de l'Université de Milan qui a fait une… Bien sûr, très bien. Eh ben, oui, ça peut être soit par le chat si jamais elle est en ligne et disponible en ligne, sinon effectivement peut-être la mettre à disposition de ceux qui le souhaitent, qui peuvent nous envoyer un mail dans ce cas-là. Oui. Merci Paola. Je propose qu'il y ait une autre question, j'ai vu. Et il y a un petit commentaire fort sympathique disant que c'est très intéressant, merci. Voilà. L'autre question, on la posera peut-être tout à l'heure en fin d'intervention de Sophie Blais pour pas trop déborder. Donc je propose, Paola, si vous pouvez quitter le partage d'écran comme ça. Bien sûr, voilà, merci. Et Sophie va pouvoir prendre la main pour la suite. Donc, Sophie Blais, si elle le souhaite, elle complétera, hein, mais elle est donc photographe. Elle intervient au sein de l'association Can Serrat, donc elle nous parlera pas mal. Donc, on est en Catalogne, sur le territoire de Can Serrat, je crois, mais je vais la laisser et préciser si nécessaire. Est-ce que Sophie, vous avez le son ? Est-ce qu'on vous entend? Où êtes-vous? Il est écrit que le propriétaire de la réunion doit m'autoriser. Mince, vous n'avez pas le son. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous l'ouvrir. Décidément, ça ne veut pas hein, aujourd'hui. Pourquoi? Alors, c'est plus embêtant parce que, bon, Mathilde, j'étais ennuyée, mais on pouvait encore fonctionner autrement. Sophie, je ne peux pas la remplacer. Désolée, mais alors vraiment, je ne peux pas parler à sa place. Où êtes-vous, Sophie, dans le listing? Je vais voir si je peux faire par là. Sophie Blais, voilà. C'est bon? Si, c'est bon. C'est bon. Parfait. Bon, ben, merci. Super. Alors, bonjour. J'ai plein de noms devant les yeux. Je vais… c'est impressionnant. Oui, alors, je suis effectivement, originalement, j'ai une formation en photographie. À Can Serrat, je n'utilise pas tellement cette formation en photographie pour mon travail, mais c'est vrai que ça fait partie de mes… À Can Serrat, je fais la direction du projet et donc, Can Serrat est donc une résidence internationale d'accompagnement à la production artistique et littéraire qui est située à 40 km de Barcelone. Donc, c'est-à-dire qu'on est assez proche on va dire de l'urbain et de la ville, mais en même temps, on est dans un village de 2000 habitants et donc qui a eu une histoire agricole, même si le village est comme beaucoup de villages autour d'une ville comme Barcelone, a une fonction dortoir aussi assez importante qui grandit. Voilà. Les projets alors, donc mon approche à moi, elle n'est pas du tout scientifique, donc elle est justement, donc vraiment pas du tout, je précise,
scientifique, elle est vraiment une approche depuis la pratique artistique, mais vers d'autres disciplines, comme si on pouvait imaginer que l'art ou la pratique artistique puisse être une sorte d'outil ou de plateforme qui permettent de faire dialoguer des disciplines et rendre accessibles peut-être certaines informations ou certaines réalités du monde dans lequel on vit. Voilà. Donc les projets, effectivement, les projets en résidence de Camp Serrat sont des artistes en résidence et des écrivaines aussi en résidence, sont naturellement liés au contexte environnement et qui est donc un contexte rural, ses habitants et les personnes du secteur du travail dans le secteur agricole autour. Donc il y a beaucoup de projets, mais j'ai choisi d'en raconter plutôt un qui est assez récent et qui aussi et vraiment, qui mélange vraiment très clairement des disciplines. Voilà. C'est donc un projet qui a eu lieu l'année dernière et qui mettait en fait, qui naît de sept résidences, d'autres résidences qui fonctionnent sur la même base et qui sont aussi dans des contextes ruraux comme Camp Serrat, qui se sont mis en relation, ces résidences se sont mis en relation avec deux universités, l'université de Gijón et l'université en ligne qui s'appelle la UOC, l'université catalane. Et donc l'idée de ces résidences, c'était de créer un dialogue, d'initier un dialogue entre une personne issue du secteur scientifique qui viendrait des universités, une personne issue du secteur artistique et une personne du secteur agricole et de la production locale. Ensuite, chaque résidence créait cette conversation et donnait les moyens temporels et matériels pour que se crée ce dialogue. Et ensuite, l'artiste, en fait, qui était invité à l'intérieur de cette conversation, était un peu la personne qui articule la conversation et qui crée une œuvre, ou enfin, qui crée un objet, ou peu importe ce qu'il crée, mais créer une forme qui permette de traduire cette conversation et de traduire cette compréhension du territoire à travers de cette conversation. Et ensuite, chacune des œuvres ou des pratiques qui ont été générées dans chaque résidence a été présentée à Barcelone en novembre dernier. Dans le cadre on a créé un festival sur une semaine et ça a été, on s'est éparpillé dans toute la ville pour être sur des lieux à la fois artistiques, des lieux plus scientifiques, des lieux plus de mise en relation des pratiques agricoles avec les habitants, avec une pratique sociale, et donc de façon à en fait utiliser aussi toutes les ressources de chacune de ces disciplines pour pouvoir créer plus de compréhension et de dialogue. Non ? Principalement, l'objectif de ce projet, c'est de mettre en relation des personnes et des secteurs qui en réalité, ne dialoguent pas forcément de tant que ça, et peut-être pas avec tant d'intimité que ça. Voilà. Et donc, dans le cadre de Camp Serrat, on a mis en conversation un artiste qui s'appelle Duncan Gibbs, qui est un artiste anglais, mais qui vit à Barcelone et que l'on suit à Camp Serrat depuis plusieurs années, avec Lucía Argüelles, qui est une scientifique de l'université en ligne de Catalogne, et deux personnes du secteur agricole qui sont Alberto Blanco et Montserrat Canudas. Pourquoi deux personnes ? Parce que l'idée qu'on a essayé de développer, le thème de la conversation qu'on a orienté au départ, c'était le renouvellement du sol. Et autant sur un plan micro-organisme, la nécessité de réanimer les sols, autant que sur le passage de relais et comment se passe le passage de relais d'une personne qui prend sa retraite à une personne qui reprend le champ. C'est-à-dire qu'effectivement, en Catalogne, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en France, j'avoue, mais en Catalogne, il y a tout un système de banque de terre où, pour mettre en relation des producteurs et productrices et des propriétaires de terre pour essayer
faire de relancer en fait les productions. Voilà. Donc, pendant 6 mois, ces personnes-là se sont rencontrées plusieurs fois et ont dialogué en fonction de leur connaissances et de leurs perspectives. Je vais après vous montrer des petits extraits. Il y a en fait Duncan, l'artiste, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'essayer de générer... sono a Siret, nel nord-est della Romania, al confine con l'Ucraina. Et donc, c'était... j'en ai perdu mon latin. Où j'en étais? Voilà, donc Duncan a essayé en fait de créer plusieurs supports pour qu'on puisse comprendre la situation en fait de sol dans cette zone-là, qui est en fait un champ qui se trouve dans les hauteurs au-dessus de Cancerat, dans une sorte de village au-dessus d'Elbruck, qui est en fait à la hauteur de la montagne. Donc Elbruck est situé à 40 minutes de Barcelone, au pied de la montagne de Montserrat. Et la zone où se trouve Alberto et Blanca de Champs est une des zones les plus importantes de Catalogne de sol, avec un renouvellement, alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais un renouvellement écologique de la terre, c'est-à-dire c'est sans interruption, c'est-à-dire sans qu'il y ait une interruption avec un champ qui pratique de la production avec des pesticides. Non, j'entends, c'est-à-dire qu'en fait il y a donc une ininterruption assez importante dans cette zone-là. Voilà. Et donc Duncan, ce qu'il a fait, c'est il a fait une vidéo qui est assez magique, parce qu'effectivement vous n'allez pas forcément comprendre, à moins que vous compreniez l'espagnol, donc je ne vais pas mettre le son, mais si après ça intéresse certaines personnes, je peux passer le lien. Une vidéo avec ces 30 minutes de conversation où Alberto et Montse répondent en fait en off à des questions que leur pose Lucia, la scientifique, et aussi qui débordent sur la réalité de leur quotidien et sur exactement ce qu'ils font. En fait, c'est une sorte de témoignage. Il y a des débordements assez philosophiques aussi, parce qu'on sent que la décision de vivre dans ces lieux n'est pas une décision, c'est pas des personnes qui viennent de ce village-là, c'est des personnes qui ont étudié à l'université ou qui ont étudié la culture, la production écologique, et qui sont venus s'installer. Donc on fait un choix de vie, qu'on met toute leur famille, donc c'est assez particulier. Et donc il a fait cette vidéo qu'on a présentée ensuite dans un endroit qui s'appelle Bosque Turull, qui est on appelle en espagnol une aula ambientale, en catalan, qu'en fait ce serait une sorte d'observatoire qui est accessible et qui permet qui a des potagers et qui a organisé un certain nombre d'expérimentations qui se font avec les écoles, avec les habitants, avec les quartiers, pour donner accès à démocratiser un peu les pratiques écologiques et locales, non ? Voilà. Et donc, en plus de cette vidéo-là, Duncan et Lucia ont récupéré des micro-organismes produits par Alberto, qu'il produit lui-même de mélasse, de compost, qu'il produit lui-même pour renouveler la terre de ses propres champs, en fait. Et ils ont récupéré, donc, alors en français, je ne sais pas comment on appelle ça, la massa madre. Donc c'est la base de levure pour faire qui permet ensuite de faire tout, en fait c'est la base qui génère la fermentation, qui permet d'activer quelques sols ou quelques matières que ce soit. Donc ils ont récupéré ces micro-organismes et ils ont expérimenté pour faire des différents types de boissons qu'ils ont mélangé avec des fruits qu'ils ont récupérés, et ils ont donc fermenté, qu'ils ont récupéré dans le jardin de Cancerat où il y a beaucoup d'arbres fruitiers, et ils ont fait aussi du pain. Et ils ont essayé ils se sont amusés en fait, et ce qui permet en fait de cet amusement qui est à travers de la pratique artistique, une pratique artistique un peu déviée finalement. Elle permet de s'amuser avec des choses qui sont assez éventuellement lointaines.
Non, parce que même des personnes qui étaient ensuite sur le lieu de la présentation où on a pu boire et expérimenter ces fermentations étranges et ce pain, même les personnes qui étaient scientifiques et qui pratiquent le discours et le dialogue, elles étaient surprises elles-mêmes de goûter en fait ça, de ce jeu en fait. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Donc je vais partager l'écran. Voilà. Pour montrer un peu des images. Du coup, je vais couper le son. Là, vous voyez des images. C'est bien. Je cherche la vidéo. Elle est là. On va la mettre au début. Je vais couper le son. Il nous reste 5 minutes, Sophie, je pense. Oui, Hein. Ben, c'est très bien. Je vais juste montrer un peu la vidéo et quelques images de la présentation. Et puis, voilà, ce sera bon. Parfait. Donc là, par exemple, ah oui, non, c'est en plus ma connexion. On a le tas de compost avec la montagne de Montserrat au loin, non, qui est cette espèce de roche assez étrange. Et globalement, ce qui est très intéressant dans la rencontre dans cette conversation assez intime avec Alberto et Montse, c'est de comprendre que c'est un peu triste peut-être que je vais dire, mais que en fait, ils vont pas forcément survivre longtemps et qu'Alberto réellement, il a repris ce chant il y a quelques années et il va certainement arrêter parce que il n'arrive pas à vivre en fait, il n'arrive pas à vivre comme c'est très très difficile. Notamment, il y a aussi une question de problème d'eau qu'il y a dans cette zone, c'est qu'il est obligé d'acheter beaucoup d'eau pour pouvoir irriguer les champs, donc ça c'est un peu problématique. Mais aussi, il explique que c'est une façon de vivre. Et lui, bon, il a une famille par exemple, et Montse, elle a vécu toute seule toute sa vie sur ce champ, et donc c'est pas la même chose de vivre seul et de prendre ses décisions pour soi-même que de prendre la décision pour toute une famille. Et bon, la chose la plus simple qu'il explique, c'est que ce qu'on voit, alors il le dit en espagnol, il dit ce qu'on voit du sol vers le haut, c'est à l'image de ce qu'on voit du sol vers le bas. Donc s'il n'y a rien du sol vers le bas, il n'y aura rien du sol vers le haut. Et des choses aussi simples que ça sont assez intéressantes, des messages intéressants à partager avec le monde entier. La vidéo, et puis donc la présentation s'est faite donc sur ce lieu assez incroyable dans les hauteurs de Barcelone où en fait Duncan a installé un écran de fortune mais volontairement, et donc on a tous les immeubles derrière, les petites lumières qu'on voit et l'écran, et donc l'écran bougeait avec le vent, l'image bougeait aussi, donc c'était assez beau. Et ensuite, ça c'est une chose que je n'ai pas expliquée, ce serait un peu long, mais bon, c'est quand même très intéressant, c'est qu'il a en fait créé une table chariot avec le compost à l'intérieur, qui est donc un objet à la fois pour se déplacer et déplacer les éléments, les boissons et le pain qu'il avait fait. Et il a aussi, et donc après il le retourne et il fait une table de dégustation en fait qu'il a présentée. Et l'objectif, c'est qu'il a essayé d'aller de Montserrat à Barcelone avec le chariot à pied. Et ça a été proprement impossible. Il a fait 10 km et il a dû s'arrêter parce qu'il avait trouvait pas les chemins, il arrêtait pas il fallait réparer constamment les roues. Mais bon, c'était aussi important dans son processus de comprendre qu'il y a une réelle distance et qu'il n'y a pas entre la ville et entre l'urbain et le rural dans le sens où
où on était nous-mêmes, et même il parle aussi de la relation de marcher 10 km sur le bord de l'autoroute et à un rythme complètement, avec un rythme complètement frénétique à côté de lui. Donc, voilà. J'ai un peu, j'espère que c'était à peu près compréhensible. Sophie, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur ce que ça a généré, cette présentation en milieu très urbain, parce que on était à Barcelone, alors que là, on parle de pratiques en territoire rural. Et comment ça a été reçu, qu'est-ce que ça a généré auprès du public et aussi les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils retirent aussi de cette expérience scientifique et artistique, pas de rencontre en tout cas. Oui, alors donc la réception, c'était c'était très beau parce que c'était pas attendu en fait. Je crois qu'il y a dans les personnes qui sont venues, il y avait des personnes issues du monde scientifique, des personnes issues d'autres mondes, des personnes issues du monde agricole. Il y avait toutes ces disciplines-là et donc l'approche qu'a apporté, je pense, l'installation qu'a fait Duncan et sur cette réalité, elle a permis une sorte de mettre un peu tout le monde d'accord en fait. C'était assez étonnant, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait du débat, mais à la fois il y avait aussi juste de l'expérimentation en fait, de goûter ces boissons, de manger ce pain, de le partager ensemble autour de cette table, qui est à la fois un morceau de cette terre qu'on a amené jusqu'ici, à la fois l'absurdité complète d'être là-bas et de venir 2 heures, c'est ce que nous explique Duncan, l'absurdité d'être toute l'année là-bas et de venir 2 heures à Barcelone pour montrer ça, ça va un peu à l'encontre en fait de tout le projet, de toute l'idée de déplacement. Il y a une dimension un peu absurde. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'était plutôt une réception assez de l'ordre d'un peu plus de l'émerveillement que à l'intérieur d'une certaine tristesse aussi, parce que quand même il y avait ce que raconte Alberto et Montse n'est pas forcément toujours très gai, mais merci. On a 5 minutes. Comment on fait, Laurence? Oui. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Je n'ai pas vu qu'il y ait des questions dans le chat concernant l'intervention de Sophie, mais voilà. n'hésitez pas. Il vient d'en avoir une. Voilà. Donc Sophie évoque a évoqué la fin de l'exploitation agricole pour la personne enquêtée, mais quelle serait la suite? Pression foncière urbaine ou bien reprise? Sophie, voilà. Est-ce qu'il y a une suite donnée à cette fin un peu tragique, entre guillemets, de cette expérience? Voilà. Donc, en fait, dans le cas précis d'Alberto et Montse, Alberto, pour l'instant, avant de reprendre ce champ-là, il a été pendant 3 ans avec un rebaño, un troupeau de chèvres, où il s'est déplacé en Catalogne et il a arrêté de faire ça parce que c'était... il était fatigué, en fait, hein, il était simplement fatigué. Et il a fait 3 ans, donc... Mais bon, je pense qu'aussi, ça vient aussi de cette idée qu'il n'a pas... dans sa famille, ils ne sont pas agriculteurs aussi. Je ne sais pas, c'est une question, en tout cas, c'est une question ouverte qu'on se pose, hein, cette réalité de l'héritage, non? Et donc, en fait, lui, pour l'instant, il est dans ce champ-là, mais il est, en fait, ce dont il se rend compte, c'est qu'il organise des ateliers, en fait. Il organise des ateliers, et c'est une approche plus viable d'organiser des ateliers que d'essayer de vivre des quelques produits qu'il fait, et de la difficulté avec le paysage, difficulté parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas assez d'aide économique. Et donc, je pense que, in fine, je pense qu'il partira probablement de ce champ et que Montse, à moins qu'elle va ou chercher quelqu'un d'autre, ou ça va être un champ de plus qui va disparaître en fait, ou qui va se transformer qui va rentrer dans les banques de terre,
qui sera peut-être… Autre question, si les chemins muletiers qui conduisaient autrefois des villages vers la ville n'existent plus au bénéfice des axes routiers et autoroutiers, sans doute faudrait-il les restituer. C'est une question-réponse. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est clair. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu justement, parce que Duncan travaille avec le temps, et donc il essaye d'appliquer son temps de production artistique au temps naturel, c'est-à-dire au temps de renouvellement des saisons, au temps de renouvellement de la terre, et donc il essaye de suivre. Et donc forcément, quand on lui a dit qu'il fallait qu'il transporte son travail de Cancerat à Barcelone, et donc ce chemin-là, il a été complètement bloqué à Esparraguera, qui est en fait à un moment donné où clairement le chemin s'arrête. Alors il faudrait quasiment remonter par Montserrat, passer de l'autre côté de la montagne pour rejoindre ensuite Barcelone et faire peut-être 20 km de plus à pied pour arriver. Donc, c'est effectivement pas du tout… Il y a des zones qui se réhabilitent. En fait, ce qui se passe, c'est que ça se réhabilite d'une ville ou d'un village, mais ça ne se connecte pas forcément entre les villages. Et donc, c'est là que ça bloque, en fait. C'est entre les villages. Donc, effectivement, il y aurait clairement un projet à faire. Est-ce que, Paola, tu aurais envie de réagir aussi Il y avait justement une question en suspens que je n'avais pas posée à Paola tout à l'heure et que c'est l'occasion de le faire, qui était posée par Sophie d'ailleurs, savoir s'il y avait eu des obstacles au moment de la mise en réseau des personnes du secteur agricole. Est-ce que… Qu'elle ouvre son micro. Des réticences. Ah, alors c'est peut-être moi qui lui ai coupé. Je pense qu'il faut que tu redonnes le son à Paola. Ouais. Pardon, Paola, j'arrive. Où es-tu passée? Je ne la trouve pas. Ah, ça y est. Voilà. Voilà, désolée. Pas grave. Donc, oui et non, c'est-à-dire, comme d'habitude, ils ont des difficultés à se mettre ensemble, mais ils faisaient déjà partie d'un réseau qui est le Dynamo, c'est-à-dire un réseau d'agriculteurs soutenu par la région. Ce sont des districts, donc des associations d'agriculteurs que la région a stimulées il y a une dizaine d'années, afin que les agriculteurs qui se reconnaissent avec une certaine identité territoriale, ils peuvent construire un réseau. Donc, et on avait déjà des bases, ces réseaux. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y a pas eu de certains problèmes. En effet, certains agriculteurs sont sortis, d'autres sont rentrés dans l'association et dans les projets. Mais il y a eu un bilan entre entrée et sortie. Donc, on peut dire qu'à la fin, on a un bilan positif. Ils ont aussi, j'avais oublié de dire, ils ont aussi bâti des matériels en commun, des structures en commun, comme un sécheur pour les céréales, qui servira non seulement pour une ferme, mais pour d'autres fermes, pour plusieurs fermes. Donc, les projets, c'était aussi de partager les matériels. Merci. Il peut y avoir une dernière question. Ça nous ferait déborder un tout petit peu. Bon, pour le moment, j'en vois pas dans le chat, mais s'il y a voilà, un regret, sinon… sinon, on va clôturer cet échange en remerciant vivement Paola et Sophie de leur présence et de leur présentation de ce matin. J'espère que les côtés mécaniques n'ont pas trop perturbé la qualité de leur présentation, parce que en tous les cas, pour ce qui nous concerne, c'était assez passionnant. Il y a une dernière question sur la mécanisation des récoltes. C'est toujours pour vous, Paola, ça, je pense. Hein.
Voilà. Est-ce que les récoltes sont mécanisées? Je crois que vous avez dit tout à l'heure que c'était plutôt manuel ou c'est… Non, c'est mécanisé. Ah, non, donc pour les arbres fruitiers, c'est manuel, mais pour les céréales et les légumes, c'est mécanisé, tout à fait. Mécanisé, voilà. Bon, réponse faite. Merci beaucoup, c'était concis, efficace. Bon, voilà, un grand merci à vous deux et aux participants qui étaient nombreux ce matin. Il y avait 45 personnes tout à l'heure et il y en a encore 35 qui sont encore là. Donc, l'échange était intéressant, évidemment, et suffisamment intéressant pour que les gens restent jusqu'au bout. Donc, un grand merci à vous. Juste, voilà, je vous donne rendez-vous vendredi 8 avril prochain, même horaire, et vous pouvez vous inscrire sur le lien qui s'inscrit, et puis sur notre site internet. Comme je vous le disais, sur la thématique plutôt de la participation et de l'implication des habitants et des parties prenantes à un projet autour des paysages à travers 2 expériences, l'une en Luxembourg présentée par Paul Cotton à Beckerich et l'autre à nouveau en Espagne. C'est comme ça d'ailleurs que nous avions eu contact avec Sophie Blais aujourd'hui. Une présentation donc qui concerne plutôt la Catalogne par Rosaire Vernet Anguera. Je m'excuse pour les prononciations. Vous retrouverez toutes ces vidéos en ligne. Hein. Je vous ai mis tout à l'heure dans le chat le lien de notre chaîne YouTube. Et d'ici là, nous vous souhaitons une belle fin de journée à tous. Et juste pour faire le lien avec le bouquin, le livre « Les 7 expériences européennes » dont Laurence a parlé tout au début, voilà, je voulais juste souligner, mais vous l'aurez bien remarqué, que en fait, ces 2 expériences montrées mettent en évidence vraiment que le paysage, ça permet de réunir des approches, des pratiques, des sensibilités différentes qui sont souvent isolées, sectorisées, qui ne se connaissent pas. Et donc, il est à la fois un réunificateur, un intégrateur et il permet de sortir des modes de pensée habituels. Alors, c'est un processus, c'est un chemin. Voilà, donc juste pour vous dire, je trouve que les exemples étaient bien dans cette direction-là. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, il y a plus de détails voilà, dans ce que nous montre, c'est un peu flou, mais c'est flou. Au moniteur. Mais bon, voilà. peu importe. Voilà. Une illustration de la façon dont on voit le paysage au niveau du collectif des paysages après pétrole aussi. Merci Mathilde pour cette précision. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.